Bonjour à tous, c'est Rototo et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 11e épisode de notre série consacrée à l'histoire des avions de War Thunder. Nous continuons comme convenu dans cet épisode la découverte des avions de première génération de fabrication japonaise. Lors de l'épisode précédent, nous avions parlé du Kai-10 Kawasaki, donc un chasseur biplan qui commençait en fait sa carrière vers la fin des années 30, et nous parlons aujourd'hui d'un nouvel avion que vous avez sous les yeux, j'ai nommé le Mitsubishi F1M2. Donc, comme vous pouvez le remarquer, un hydravion biplace. Et avant de parler de cet avion, sur lequel il y a deux, trois petites choses à dire, on va d'abord parler un petit peu de la firme Mitsubishi. Comme je l'avais fait dans la vidéo précédente où je parlais donc de la firme Kawasaki, qui avait eu une certaine importance dans le développement industriel du Japon à partir de l'ère Meiji. Mitsubishi fut également l'un des grands constructeurs japonais, et même encore aujourd'hui, sous une forme qui nous échappe un peu à nous Français et Européens en général, puisqu'il s'agit d'un conglomérat, à savoir que les Japonais avaient tendance en fait sur les grandes entreprises nationales à, disons, diversifier leurs activités. Donc il me semble un petit peu important de parler de cette firme avant que l'on puisse développer davantage ce qu'il y a à dire sur notre hydravion F1M2. Donc Mitsubishi, comme Kawasaki, est une entreprise assez ancienne qui a vu le jour en 1869 et dont le fondateur était Iwasaki Yataro. Donc au départ, en fait, la firme ne s'appelait pas Mitsubishi, mais Yataro, si je me souviens bien. Et en fait, au départ, il ne s'agissait pas véritablement d'un conglomérat industriel, c'était une entreprise spécialisée dans le transport maritime et dont le pavillon était affublé d'un symbole japonais de trois losanges, qui est en fait le logo de la firme Mitsubishi, qui est en fait un symbole assez classique. Hein. Vous savez que les Japonais ont pas mal de symboles, de logos qui remontent à l'ère des samouraïs et qui désignaient souvent l'héraldique des grandes maisons japonaises, un petit peu comme nos chevaliers du temps jadis. Et donc ce fameux logo à trois losanges est désigné en japonais par le mot Mitsubishi, qui veut dire littéralement trois diamants. Et donc c'est suite à cette désignation que finalement la firme a pris ce nom de façon définitive, et elle s'est ensuite, au fur et à mesure de son évolution, consacrée à divers développements, en particulier évidemment l'automobile, mais pas uniquement. Elle s'est consacrée également à la motorisation, au développement naval, à l'aérien bien sûr, et même par la suite on la retrouve dans diverses activités telles que la banque et encore aujourd'hui la recherche nucléaire, la gestion de centrales nucléaires notamment, la chimie et même les appareils photo, puisque la firme Nikon est une filiale donc de Mitsubishi. Voilà. Donc ça c'est pour l'historique concernant ce fabricant qui a eu une grande importance également dans l'histoire des avions militaires japonais de l'entre-deux-guerres, de la Première Guerre mondiale et même de la Deuxième. Et nous allons donc parler de cet avion, cet hydravion conçu donc par Mitsubishi, le fameux F1M2. Alors, avant de parler du F1M2 à proprement dit, hein, puis celui dont nous allons parler aujourd'hui et que vous avez sous les yeux, il est bon d'abord de refaire un petit peu son histoire. Au départ, il s'agissait du Mitsubishi F1M1, qui est un prototype d'avion mis au point dans les années 30, dans l'entre-deux-guerres, entre 1934 et 1936, sur commande de la marine impériale japonaise, qui avait besoin d'avions d'observation, si possible catapultables à partir de leurs avions, puisque évidemment le Japon étant une puissance navale majeure, elle avait un grand besoin en matière de renseignement maritime. Et donc le gouvernement japonais a demandé à plusieurs constructeurs, notamment Mitsubishi, de travailler sur la recherche d'un nouvel hydravion qui pourrait remplir ce rôle. Et il faut dire que les débuts ont été assez difficiles. Hein. Le F1M1 est un avion qui en fait était assez médiocre dans l'ensemble, c'est plutôt raté. Il a eu pas mal de problèmes, notamment aéronautiques. Il avait une fâcheuse tendance à piquer du nez à l'amérissage, une motorisation beaucoup trop faible. Enfin vraiment, c'était pas du tout l'avion rêvé. Et il aurait pu finalement terminer sa carrière très tôt. Sauf qu'on a fini par lui adjoindre à partir de 1941, donc on est déjà bien avancé. Hein, 1941, le conflit de la Deuxième Guerre mondiale a déjà commencé à prendre de l'importance, mais
bon, pas encore le conflit japonais, puisque la guerre ne débutera véritablement qu'avec l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941. Donc au moment de sa mise en service, la guerre n'a pas encore débuté à proprement parler, mais les Japonais, bien évidemment, l'avaient prévu, hein, la programmaient, et donc ils ont essayé de développer tout ce qui pouvait les servir dans cette perspective, et notamment donc de développer un peu mieux cet avion qui avait de gros problèmes de conception initiaux. Et donc on est arrivé donc sur le F1 M2 qui, grâce à cette nouvelle motorisation, a finalement était plutôt un bon avion dans l'ensemble. Bon, au niveau, on va en parler, hein, au niveau de l'armement, c'est pas véritablement une foudre de guerre. Il dispose de 3 mitrailleuses 7.7, hein, 2 vers l'avant, que vous trouvez dans le nez de l'appareil devant l'hélice, hein, et une à l'arrière, manipulée donc par un opérateur qui est également chargé de l'assistance à la navigation et qui devait certainement également s'occuper de la radio, si tant est qu'il en avait une. Hein. Bon, après, les Japonais n'étaient pas réputés pour avoir d'excellents moyens de télétransmission, en tout cas au début de la guerre. Alors, en fait, c'est véritablement un avion multifonction. Hein. C'est pas uniquement un avion de reconnaissance, même si c'est sa fonction initiale. On lui a adjoint d'autres missions au fur et à mesure. Donc, on l'a vu principalement embarqué sur la plupart des avions de la marine des bateaux de la marine impériale comme avion de reconnaissance catapulté, mais il va aussi également opérer à partir de bases terrestres, et il aura des missions telles que le bombardement en piqué sur des cibles navales, la lutte anti-sous-marine. On le retrouve également comme chasseur, bon, plus particulièrement sur des cibles relativement lentes, un peu de son niveau, soit des hydravions ennemis, soit éventuellement des bombardiers assez lents. Donc il aura vraiment, on peut appeler ça une sorte de concept avion couteau suisse, hein, c'est-à-dire capable un petit peu de tout et de rien. Il n'excelle pas véritablement dans un domaine particulier, mais on peut s'en servir un petit peu pour pas mal de choses. Voilà. On va continuer à développer l'histoire de cet avion. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est pas un avion qui a énormément marqué son temps, mais on va quand même en parler un petit peu. Je vais déjà lancer la bataille, on est déjà à 7 minutes, hein. Je n'ai pas vraiment suivi le chronomètre là. Donc comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà suivi les vidéos précédentes, le but, hein, c'est de faire une présentation d'ordre général dans le contexte historique de chaque avion, puis ensuite de lancer une bataille qui nous permettra d'essayer de vérifier si les caractéristiques de l'avion du jeu correspondent en gros à ce qu'on peut en attendre au vu de son histoire réelle, ou du moins de sa fiche technique au départ. Donc là, je lui ai adjoint 2 bombes de 60 kg. Ça aussi, c'est historique. Hein. C'est un avion qui pouvait transporter au maximum 120 kg de bombes. Les aviateurs japonais avaient essayé, vers la fin du conflit, de lui faire transporter des charges explosives plus importantes pour pouvoir lutter plus efficacement contre les grosses unités navales américaines, mais enfin, c'était sans succès. Donc ce sont 2 petites bombes de 60 kg. Autant dire que ça ne fait pas une grosse puissance de destruction, mais pour vraiment rentrer dans le contexte historique, je lui ai adjoint ces 2 bombes qui sont en option. On va essayer de l'engager dans des combats aériens pour voir un petit peu sa manière de réagir, et si possible on essaiera également de traiter une cible terrestre si on y parvient, et si on ne se fait pas descendre avant, ou pire, si je ne me fais pas percuter comme dans les 2 autres vidéos. Bon là encore une fois j'en parlerai pas trop, mais ceux qui ont suivi la vidéo précédente et celle du Hurricane savent de quoi je parle. Et d'ailleurs j'en profite pour faire un clin d'œil à un joueur de War Thunder qui m'a contacté, je crois que c'était hier, qui m'a très gentiment demandé, après avoir visualisé une ou 2 de mes vidéos qu'il avait semble-t-il apprécié, quelques conseils de vol par rapport à des difficultés qu'il avait rencontrées. J'ai beaucoup apprécié sa démarche, je le salue. S'il voit cette vidéo, il saura de qui je parle. Je donne pas son pseudo parce que je pense qu'il a peut-être pas forcément eu envie qu'on en parle, enfin ça c'est lui qui me dira, mais en tout cas je le salue. Et ce que j'aime beaucoup dans sa démarche, c'est que voilà, il rencontre des difficultés de vol. C'est un joueur bon, somme toute relativement débutant, et il essaye de s'améliorer. Bon ça c'est une très bonne démarche. Après moi je ne dis pas que j'ai la prétention d'être un expert dans le jeu War Thunder. Alors là attendez, on va engager hop, ah bah voilà, super, on a déjà une assistance. C'est un pea-shooter, donc en fait qui fait partie effectivement des avions historiquement. On a un PY Catalina je crois en bas. Donc ça fait partie des avions qui sont historiquement des cibles de notre hydravion. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Au niveau de la sensation du vol, c'est pas mal du tout hein, jusqu'à maintenant. Oui, il est relativement maniable, intéressant. Il vole pas très rapidement, mais le Catalina n'est pas beaucoup plus rapide. Donc
on peut peut-être s'en sortir. Attention, attention aux mitrailleurs ennemis, c'est toujours très dangereux, surtout avec un avion comme le mien qui n'est pas très blindé ni très efficace. Et là je commence à prendre quelques impacts et les Catalina, comme tous les bombardiers, sont assez résistants, donc on va quand même essayer. On va essayer de l'endommager au maximum. Alors là, il est en train de me distancer. Hein. Vous voyez que je vole très très faiblement. Je suis à 185-189 km/h. Donc là aussi, c'est très proche de la réalité. Ah, je crois qu'il fait... Il revient vers nous. Bah, c'est parfait. Hein. On va pouvoir continuer il en veut une deuxième dose. Ah non, c'est pas le même, pardon. Là, on est face à un HE 111 allemand. Bon, là aussi, attention aux mitrailleurs. J'essaye de le contourner au maximum. Je me fais aider par un petit shooter allié. Bon, ça réagit pas mal, hein, mais encore une fois, faiblesse de l'armement, normal. Hein. Oh là, je prends des tirs là. Mitrailleuse 7-7, hein, vous savez, ça donne pas grand chose. Je crois que j'ai du monde derrière moi là, je suis en train de me rendre compte. On va essayer de s'échapper. Alors j'ai mon mitrailleur arrière, vous voyez, qui prend le relais. Donc ça c'est l'intérêt quand même de cet avion, c'est qu'il tire dans les deux sens. Donc on peut plus facilement, malgré la faiblesse de la vitesse, réussir. Hop là, oh là là, oh là là, oh là là. Enfin, je sais pas qui j'ai dans le dos, mais... Oh là, oui, j'ai du monde. Ah oui, voilà, d'accord, c'est un Stuka. J'ai un Stuka. Hop, voilà, je l'ai détruit, parfait. Hop, alors, on va revenir. Si je retrouve ma vue habituelle, voilà. Moi je joue en vue 3ème personne, c'est plus agréable. Ouh, j'ai morflé là quand même. Il y a pas mal d'impact de balles, mais il vole finalement relativement bien. Bon, ma silhouette est tout en rouge, mais pas encore de noir, donc j'arrive encore à m'en sortir. On va essayer de se traiter une cible au sol, maintenant qu'on a vu un petit peu ses capacités de combat aérien, donc ça, qui correspond finalement bien à la description, hein, c'est-à-dire qu'on a un avion qui, somme toute, est capable quand même d'engager des bombardiers, de faire face à des ennemis et d'agir en tant que chasseur. Donc là on va essayer d'attaquer une cible au sol pour voir ce qu'il donne en tant que bombardier en piqué, tout en sachant bien sûr que son armement est très faible. Et là, vous voyez, je me traîne lamentablement à 214 km/h avec pas mal d'ennemis dans les parages. Il faut que je surveille de près. Pour l'instant, ils m'ont pas trop remarqué, j'ai l'impression, donc on continue. Je vais essayer de m'approcher des cibles au sol que je vois à l'horizon, tout en surveillant. Là, je vois un Fury là qui est pas très loin, qui est en... Ah, ouais, il vient de se faire descendre. Oui, donc je disais tout à l'heure, excusez-moi, j'ai été interrompu, je fais un clin d'œil à cet internaute, oui, à cet internaute et à ce joueur de War Thunder, qui voilà, qui a quelques difficultés de vol dans la prise en main des appareils, qu'il connaît encore assez mal. Et ce qui est bien, c'est qu'il essaye au moins de s'améliorer. Donc moi, je lui dis que je n'avais pas véritablement de grands conseils à lui donner de ce point de vue. J'ai un peu répondu à sa question, mais je l'ai engagé effectivement à regarder d'autres vidéos sur internet faites par des joueurs de War Thunder qui sont plutôt pas mal faits du tout, des tutoriels ou qui vous expliquent un petit peu comment prendre en main votre avion quand vous êtes débutant, mais au moins la démarche est sincère et salutaire. Ah bah voilà, ah bah j'ai pas. Alors bon, moi j'ai pas réussi. Désolé, j'aurais bien voulu. Je me suis fait piquer la cible terrestre avant que la vidéo se termine, mais en tout cas on a survécu jusqu'au bout malgré le fait que ce soit une défaite. Donc bon, c'est quand même un peu mieux que la dernière fois. On n'a pas été percuté. On a un score relativement honorable. Hein, je termine 6ème et bon, grosso modo, effectivement, les sensations sont très proches de la réalité. Et donc comme je disais, pour terminer sur ce qu'on était en train de dire par rapport à ce joueur ou aux autres joueurs débutants, je ne saurais trop vous inviter effectivement à poser des questions des joueurs plus expérimentés, à aller sur internet, sur YouTube par exemple, pour regarder des vidéos de tutoriels où on vous explique certaines manœuvres, où on vous explique comment faire réagir vos avions, où on vous donne des informations d'ordre technique sur les avions, savoir que certains virent plus ou moins bien ou sont plus ou moins rapides, certains sont plus prévus pour un engagement à longue distance, d'autres au contraire pour les dogfights, c'est-à-dire les combats tournoyants, etc. etc. Donc c'est ça qu'il faut apprendre dès le début, de manière à ce que vous preniez du plaisir en pilotant vos avions, et puis que vous évitiez effectivement des erreurs de débutants comme celles qu'on a pu voir dans les deux vidéos précédentes sur le Riken ou sur le K10 notamment, qui m'ont un tout petit peu agacé. Voilà. Dernière chose, bon, on finit sur une note historique de notre avion F1 M2. Donc c'est un avion qui a finalement continué à sa carrière tout au long du conflit, jusqu'à la capitulation du Japon. Son principal concurrent au départ américain était le Vogue Kingfisher, qu'on aura l'occasion de voir quand on parlera également des avions de première génération américains. Et grosso modo, le F1 M2 était finalement était plus performant que son homologue américain, au niveau de la vitesse notamment. Alors je ne sais pas à quelle vitesse peut se traîner un Kingfisher quand je vois la faiblesse de la vitesse du F1 M2, mais enfin, il semblerait que sur l'aspect historique, en tout cas, il était un peu plus rapide, et avec un plafond un peu plus élevé, ce qui lui permettait
pour un avion d'observation de voir plus loin, donc d'avoir une meilleure observation dans ses missions de reconnaissance, mais qui par contre souffrait de moins d'autonomie, donc un plus faible rayon d'action. Et bon, c'était plus ou moins gênant, mais pas tant que ça, puisqu'il était surtout prévu pour être embarqué, encore une fois, sur des navires de la marine impériale, et donc il partait régulièrement observer aux alentours les cibles potentielles. On était encore une époque où les radars embarqués n'étaient pas aussi performants que ceux d'aujourd'hui, et je ne parle pas d'observation satellite. Donc sa mission était de repérer les cibles, puis de revenir ensuite au navire où il était récupéré avant que le navire n'aille engager l'ennemi au large. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour sur cet avion. Que vous dire, je pense que c'est un avion avec lequel vous pourrez prendre un peu de plaisir à jouer. Il n'est pas du tout désagréable. C'est pas non plus une foudre de guerre. Très honnêtement, vous aurez tendance très vite à vouloir passer à autre chose, mais enfin, c'est pas non plus un mauvais avion. C'est un avion qui, voilà, je pense qu'il ne faut pas s'engager à la légère. Il faut essayer plutôt de le prendre comme un avion d'appui à vos ailiers, et d'éviter de vous retrouver engagé seul dans des combats à deux ou trois où là vous aurez beaucoup de mal à vous en sortir. On a pu voir que mon mitrailleur arrière a joué son rôle. Il faut dire également que le Stuka qui m'a engagé était assez faiblement armé. Des Stuka première génération, on l'a vu quand on avait traité les avions de l'Axe, non que 2 mitrailleuses 7.7 ou 7.90 je crois à l'avant, donc à peine mieux armé que le mien. Par contre, il ne s'est pas méfié de mon mitrailleur, et donc en s'approchant trop près, il m'a donné le loisir de le descendre. Alors, une dernière précision en ce qui concerne le jeu, les mitrailleurs, vous l'avez vu, tirent automatiquement. En gérant l'équipage, c'est ce qui m'amène à vous parler rapidement d'un aspect gameplay du jeu. Vous voyez que l'équipage, on peut également comment dire, le développer. Donc là, vous voyez que mon équipage est pas mal développé au niveau de la précision du tir, de la justesse du tir, donc ce qui m'a donné déjà un avantage quand mon mitrailleur a fait le nécessaire contre cet ennemi. Mais vous savez qu'on peut également prendre en main nous-mêmes la mitrailleuse. Il suffit d'appuyer sur la touche, moi c'est la touche V, je crois que c'est la touche V par défaut, mais en tout cas moi je l'ai paramétré en V. Vous changez de vue, vous prenez donc les commandes de la mitrailleuse, c'est donc votre avion se met en pilotage automatique, et vous par contre vous manipulez la mitrailleuse. Et donc c'est ce que j'ai fait au moment où j'étais engagé par ce Stuka, ce qui m'a permis donc de le terminer alors que mon mitrailleur automatique avait déjà fait le plus gros du travail. Voilà. Ça c'était pour la précision technique. J'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos questions, vous aura intéressé. N'hésitez pas encore une fois à me faire part de vos commentaires, bons ou mauvais. Mauvais, écoutez, s'il y en a, j'espère que non, mais en tout cas, je vous invite s'il vous plaît à le faire avec courtoisie si c'est possible. J'essaie de faire de mon mieux pour rendre mes vidéos intéressantes et répondre peut-être à un certain intérêt, mais je n'exclus pas d'essayer de m'améliorer en fonction de ce que vous aurez à me dire, de ce qui vous plaît, de ce qui vous plaît moins. Si vous préférez peut-être des vidéos où on parle un peu moins et plus d'action, mais enfin c'est quand même le but, c'est un petit peu parler de l'historique, ou si vous avez même des commentaires, des précisions à m'apporter, ou bien si j'ai fait éventuellement des erreurs, ça peut également m'arriver, n'hésitez pas à me corriger. Voilà. Prochaine vidéo, on est déjà à 17 minutes, on va s'arrêter là. Prochaine vidéo prévue, nous aborderons cette fois le KI-27 au-dessus. J'en avais parlé lors de la présentation du KI-10. En fait, on avait discuté donc du Kawasaki KI-10, qui était un des premiers chasseurs modernes de l'armée de l'air et de la marine japonaise au moment de l'invasion de la Chine en 1937, et il a été remplacé par la suite par un avion beaucoup plus moderne vers 1938-39 je crois, qui est le Kawasaki KI-27 au-dessus, et on voit déjà, on commence à voir, mais on en parlera plus la prochaine fois, la silhouette caractéristique des fameux avions zéro japonais, avec ce moteur en étoile et ce fuselage assez allongé, et la forme des ailes très caractéristique également. On est déjà vraiment dans ce qui préfigure les fameux et terribles zéros qui vont faire des ravages pendant la guerre du Pacifique, en tout cas du moins au début du conflit. Voilà, je termine la vidéo sur ces bonnes paroles. J'espère vous retrouver très bientôt pour donc l'épisode 12 de notre série, et d'ici là je vous dis à ciao.